réaction là-dessus. On parle de froid à l'extérieur, mais imaginez passer près d'une heure dans de l'eau glacée. C'est ce qui est arrivé à un motoneigiste mercredi dernier près de Mont-Laurier. Il circulait sur un lac quand la glace a cédé. Il s'est retrouvé à moitié submergé dans l'eau. Il a eu beaucoup de chance parce qu'une femme l'a aperçu et l'a appelé tout de suite le 911. Mais il a fallu 53 minutes pour le tirer de là. Donc, la moitié, le corps a immergé la moitié dans l'eau. Ce sont une vingtaine de pompiers volontaires, des employés municipaux et aussi des policiers de la SQ qui l'ont secouru. C'est un homme d'une cinquantaine d'années. Il a passé quelque chose comme plusieurs jours à l'hôpital. Il nous raconte ce qu'il a vécu. Avec ma motoneige, et puis normalement, je ne vais pas dans ce coin-là. Et puis, par le fait que je roulais trop vite, je me suis rendu à cet endroit-là, qui est très dangereux. J'ai attendu la glace craquer, fait que là, j'ai débarqué ma motoneige, et puis je suis revenu sur mes pas, puis en revenant sur mes pas, c'est là que ça a commencé à caler. Puis d'apprendre ça à mes enfants aussi, de leur dire que moi, je voulais jamais qu'elle là, je les chicanais même. Là, c'est moi qui tombe dans le trou, tu sais. J'ai parlé à un de mes fils tantôt, il dit « Peut-être t'es pas tuable. » C'est quand même 2 grosses épreuves que j'ai subies, la date, là, puis... Ouais, il y avait un bon Dieu pour moi. Maintenant, Voyémy vient plus vite encore. Ah, bien sûr, bien sûr. Il faut dire que dans l'eau, c'est moins froid qu'à l'extérieur actuellement, ça c'est sûr. Oui. S'il était sorti trop tôt et attendre à l'extérieur, c'est sûr qu'elle allait trouver la mort. Mais il y a des métabolismes, il y a des gens qui savent mieux concentrer leur chaleur, leur énergie, mais c'est quelque chose dont j'aimerais pas vivre. Mais non, mais on voit ça souvent chez les enfants, les accidents d'auto, les enfants qui semblent se protéger, je ne sais trop par quel mécanisme, mais chez les adultes, c'est plus rare d'habitude, ça vient plus vite l'hypothermie, parce qu'on panique ou quoi? On panique, exactement. Il y a une grande perte d'énergie juste due par le stress. Il y a une énorme perte d'énergie. Ce monsieur avait certainement un grand calme, avait confiance. On ne peut pas dire qu'il y avait la situation bien en main. Bien sûr, il était en état d'urgence. Mais c'est des situations qui sont excessivement difficiles et qui peuvent laisser quelquefois des séquelles où il faut qu'il fasse attention. Allez vous réchauffer et bonne fin de semaine. Voilà, au revoir. Bon hiver. Merci. En 2000, vous père et son jeune fils de 6 ans qui ont été trouvés morts dans leur maison de Drummondville. On joint là-dessus Jean-François Guérin. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Pierre. C'est une scène de crime assez horrible, Jean-François, qui donne des frissons dans le dos. Absolument, une scène que les policiers, au moment où on se parle, sont en train d'arpenter. Ils sont à l'intérieur depuis 1h30 maintenant, ont commencé à faire leur investigation à l'intérieur de la résidence du boulevard des Pins où l'horrible drame s'est... Cet été, la planète était à son plus près de la Terre. Ça n'arrive qu'une fois tous les 60 000 ans. À l'Observatoire, on en a profité pour faire des clichés. Et chose étonnante, on a utilisé une webcam. C'est une webcam tout à fait normale. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé l'optique qu'on a normalement dessus. Puis on a mis un adapteur pour pouvoir la fixer au télescope. Eric Allen se réjouit de la popularité soudaine de la planète rouge. Sur Google, ils font la liste des sites qui sont des mots qui sont les plus recherchés. Puis le mot Mars a dépassé Britney Spears présentement. Donc ça a un intérêt dans le sens que ça suscite un intérêt pour la science chez les gens. Puis c'est pas mal intéressant dans ce sens-là. Il est Spirit qui a atterri en sol martien durant les fêtes. Moi, j'aimerais ça qu'ils découvrent de la vie ou une forme de vie, même si ça ne sera pas la même chose que sur la Terre. Une vie autre que sur la Terre, là, ça changerait complètement notre conception du monde. Puis il me semble que ça nous donnerait une espèce de petite leçon d'humilité par rapport à l'univers, parce qu'on est tout petit par rapport à tout ce qu'il y a. Puis en même temps, la vie sur Terre, c'est précieux. En attendant, c'est dans l'œil de son télescope qu'Eric Allen va continuer d'observer la planète rouge. Il le fera aussi en compagnie d'étudiants du cégep, mais le grand public, lui, ne pourra pas le faire. L'Observatoire va devoir fermer ses portes cet été parce qu'elle n'aura plus de subventions. Jusqu'au jour où un médecin fantôme qui ne travaille que sur la base de rapports, sans rencontrer les patients, contredisent le diagnostic de leur médecin traitant. Déjà, avoir de la douleur, souffrir, c'est déjà assez, sans que quelqu'un nous écrase encore plus. La compagnie d'assurance, là, elles s'en foutent que vous soyez payé ou pas. Les gens qui y travaillent, ils s'en foutent que vous soyez payé ou pas. Ils sont payés pareil. La perte de revenus, vous l'estimez à combien? Juste le revenu du salaire, là? Oui. C'est environ entre... moi, je dirais entre 15 et 17 000. La personne, elle, qui ne reçoit pas son chèque là, aux 15 jours, là, elle s'en fout pas. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens-là qui se sentent pris en otage? Je ne sais pas s'ils sont pris en otage parce qu'ils ont toujours la possibilité d'agir.
J'ai jamais été sur l'assurance de ma vie. Malade, pas malade, je rentrais travailler. The mother there. Oui. Aller travailler en étant malade. Combien d'entre vous l'avez fait? J'ai toujours été une femme forte. Puis là, pour une première fois que ça m'arrive, puis me faire ça, je peux pas comprendre. Combien d'entre vous aussi subissent ce que vit Janine Martin, employée dans une usine de fabrication de vitrail? Réclamer une indemnité à son assureur pour une invalidité et se la faire refuser. Maman, elle a mal dans son cou. Penchez-moi. Allez poser la question à des gens qui sont sur l'aide sociale aujourd'hui, vous verriez d'où ils sont partis. Puis beaucoup de gens là-dedans viennent d'un milieu de travail où ils étaient assurés, ils ont perdu leurs assurances, puis ils sont rendus sur l'aide sociale maintenant. Le processus d'analyse des réclamations est-il transparent? Pour voir clair dans cette histoire, revenons dans le temps. Avril 2001. Le médecin traitant de Mme Martin la déclare inapte au travail. Des douleurs persistantes au cou l'empêchent de soulever 15 à 20 fois par jour les 38 livres de verre et de bois que son travail manuel exige. D'avril à juillet, pas de problème. Mme Martin reçoit pendant 15 semaines de l'assurance emploi maladie. Ce n'est qu'après qu'elle ne rentre plus dans le moule. J'ai fait une demande à la compagnie La Capitale, puis j'ai été refusée. La raison du refus? Les pièces qu'elle présente, les renseignements médicaux, ne cadrent pas. Ils sont insuffisants. La compagnie d'assurance, lorsqu'elle vous a dit « on refuse de vous indemniser », Mme Martin, est-ce que vous aviez vu un médecin de la compagnie d'assurance? Non, du tout. Ça n'a pas de crédibilité, c'est un manque total de crédibilité. C'est même, je dirais, un manque de savoir-vivre complètement parce qu'on casse les reins. On sait très bien qu'on casse les reins de l'assuré complètement. Quand vous avez été refusé la première fois, en août 2001, votre médecin traitant est tellement convaincu de son affaire qu'elle écrit à votre compagnie d'assurance pour que votre compagnie d'assurance reconsidère son refus. C'est ça. Même qu'elle a appelé à leur parler à leur médecin. Ils ont été en contact ensemble. Elle a fait beaucoup de démarches pour moi. Et elle aussi, maintenant, là, tu sais. Le mandat qui est confié aux médecins qui exercent au sein de ces organismes-là est de s'assurer que le diagnostic qui est soumis par le médecin traitant est basé et substantié, documenté sur une investigation qui est appropriée. Ils prennent un vieux médecin à la retraite, là, qui n'a plus rien à perdre, plus rien à faire, et lui, il dit, tiens, analyse-moi ça. Ils lisent les rapports des médecins antérieurs, puis ils donnent leur opinion. D'après moi, cette personne-là n'est pas malade ou n'est pas handicapée, etc. Ça n'a pas de sens. C'est complètement un non-sens, complètement. Vous recevez le refus de la capitale en septembre 2001, le deuxième refus. Est-ce que, lors de ce second refus, vous ont fait voir là, un médecin de la compagnie? Non. Non plus? Non plus. Maître Pierre Deschamps, vous êtes professeur en droit à l'Université McGill, spécialiste en éthique. Le domaine de l'expertise médicale, c'est un domaine dans lequel vous avez navigué passablement. Oui, j'ai été moi-même expert dans 2 enquêtes du coroner au Québec. Des médecins conseils qui, sur la base de ces rapports-là, parfois renversent le diagnostic du médecin traitant sans même avoir rencontré le patient. C'est une question intéressante qui a fait l'objet d'une décision récemment par le juge Anne-Marie Trahan de la Cour supérieure qui devait réviser une décision de la Commission sur les lésions professionnelles. Et je ne sais pas si vous voulez que je regarde ce qu'elle a dit. En effet, pour poser un bon diagnostic, tout comme pour rendre un bon jugement, il est important d'écouter attentivement le patient ou les témoins raconter les faits. Souvent, on trouve la réponse dans ce que le patient ou les témoins disent. Je pense que ça ne peut pas être plus clair. Dans ce temps-là, je vais être honnête, j'étais agressif, j'avais beaucoup de rage en dedans de moi. Puis je me disais, comment il peut juger une personne sans l'avoir vue, avec tous les résultats qu'ils ont? Je comprenais pas comment qu'un médecin peut décider de la vie d'une personne sans l'avoir jamais vue. Je me dis, s'ils font ça à tout le monde, ça n'a pas de sens. Il faut régler ça, ce problème-là. C'est ridicule. Pendant l'année qui suit, Janine Martin doit démêler le casse-tête.
présenter d'autres pièces, prouver qu'elle est effectivement malade et rencontrer des spécialistes, dont un orthopédiste qui reconnaît ses limitations fonctionnelles. Ce n'est qu'en août 2002 que Mme Martin se fait examiner par un médecin expert choisi par la compagnie d'assurance, un orthopédiste. En novembre, la décision tombe. La compagnie refuse encore une fois de l'indemniser en s'appuyant entre autres sur le rapport de son orthopédiste. Ça ne remet pas en question le diagnostic d'invalidité du médecin traitant. Ça fait tout simplement vérifier si ce diagnostic médical-là est suffisant pour répondre à toutes les exigences du contrat. Et là, il pourrait y avoir un différend. Bon, je vais reconnaître avec vous qu'il y a certaines circonstances particulières où on va rencontrer des médecins qui peuvent avoir une attitude partisane. Dans ces circonstances-là, si on est en mesure d'en faire la preuve, on va agir en conséquence. On sait très bien que c'est un champ d'activité qui est relativement rémunérateur pour les médecins. Ça peut aller entre 3 et 5 000 $ par expertise, au moment où moi, je ne paye que 600 $. Je pense que ça serait d'occulter une réalité que de reconnaître que les compagnies d'assurance disposent de moyens que les assurés n'ont pas. Moi, je crois qu'un professionnel qui offre des services neutres et qui prend rémunération se doit, d'après son code d'éthique, d'émettre une opinion médicale neutre. Il ne faut pas être naïf non plus. Parfois, il peut y avoir des pressions qui sont exercées. Et parfois, ça peut être très difficile pour le médecin ou un autre professionnel d'ignorer la pression qui est faite. Je ne l'ai pas vu, le dossier. Ils ne veulent pas me le donner. Je ne sais pas ce qui a été écrit. Moi, je sais, quand il m'a vu, il m'avait bien dit « Madame Martin, c'est sûr qu'il va y avoir des restrictions dans l'état que vous êtes. » Mais ils n'ont jamais voulu me donner le dossier. J'ai appelé au bureau, justement, de l'orthopédiste pour avoir une copie. Puis la secrétaire m'a répondu qu'il ne pouvait pas me donner une copie parce que c'est l'assurance qui avait payé. Mais je comprends pas. Il me semble qu'un rapport médical, on a tout le droit. C'était nous autres. Lorsque on vous refuse les résultats de l'examen avec l'orthopédiste de la compagnie d'assurance, vous faites quoi à ce moment-là? C'est ça, j'ai fait une mise en demeure, puis ça n'a pas bougé. Fait que j'ai été à la commission d'accès à l'information. À l'information, justement. Puis là, de là, j'attends. Curieusement, c'est un article de la loi d'accès à l'information qui empêche Janine Martin de faire la lumière dans son dossier, d'avoir accès à son analyse médicale. Mais que dit l'article en question? Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. Quand vous faites référence à expression de peut-être poursuite judiciaire, qu'est-ce que peut être une expression de peut-être qu'on s'en va dans un processus judiciaire? Il y a l'expression d'une mise, il y a une mise en demeure, une demande écrite, il y a une menace de poursuite. JE s'est rendu à la Commission d'accès à l'information. Une loi de la Commission d'accès à l'information qui, vous me dites, est un organisme pour favoriser le droit des gens à l'information. Donc, des compagnies qui se servent d'un article de votre loi pour refuser l'accès à des documents à des personnes. Trouvez-vous que ça fait du sens? Il y a effectivement incohérence. Moi, je trouve ça terrible. Parce que, justement, j'aimerais savoir le résultat de ce médecin-là. Ils me l'ont fait voir. En me contestant, donnez-moi la raison. Vous êtes en quelque sorte en train de critiquer votre propre loi, c'est ce que je comprends. Bien, écoutez, à tous les 5 ans, la Commission d'accès à l'information produit un rapport sur la mise en œuvre des 2 lois qu'elle applique. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, l'article 39 pose des problèmes pour les personnes. Et en ce sens-là, il y a eu des travaux parlementaires en septembre et en octobre, c'est tout récent, où la Commission d'accès à l'information a demandé aux législateurs de clarifier la loi. 40 organismes ont présenté des mémoires dans le cadre de la commission parlementaire. Devinez qui s'est prononcé contre des modifications à l'article 39.
La CAP demande donc que soit maintenu le statu quo quant au droit de refus de transmission de l'information de santé en cas de procédure judiciaire. Les patients devraient avoir accès en tout temps à ces informations-là. Ça, c'est la position du collège. C'est dur de se remettre de tout ça, puis j'étais encore dans ça. Fait qu'il faut vivre ça tous les jours, malgré tout. Je m'en ai, je suis sortie bien, quand même. Je me dis, j'avais une force que je connaissais pas. Mon mari est encore avec moi, on a encore notre petite, tout, on a encore la maison. Que Dieu soit loué. Madame Martin est vraiment prise dans un étau. Son assureur maintient qu'elle n'est pas invalide, donc qu'elle devrait retourner au travail. Mais de son côté, son employeur refuse de la reprendre de peur qu'elle se blesse de nouveau. Dans ce reportage, on vous a parlé uniquement de compagnies privées. Mais les experts consultés nous disent que les accidentés du travail et ceux de la route font face aux mêmes problèmes lorsqu'ils font des réclamations auprès de la CSST et de la SAC. Passe au cimetière, arrive là. Mon Dieu, il n'y a plus de mon oncle Robert. Là, je suis pas capable de rentrer dans mon entrée, il y a un bordage. Ben, dis, garde, si t'es pas content, nous, on verra la prochaine tempête, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est l'inaction des hommes de bien. Le programme nationaliste doit inclure l'élimination des Juifs. Ils envahissent notre gouvernement. C'est un fou. Nous dépouillent de nos économies. Complètement psychotique. Profanent nos familles et notre héritage. Il nous faut un chef, et il arrive, et il va mener son peuple à la victoire. Hitler, la naissance du mal, ce jeudi et ce vendredi 20h à TVA. Devoir pelleter le matin avant d'aller travailler, y a-t-il quelque chose de plus désagréable? Oui, payer quelqu'un pour le faire et que cette personne ne se présente jamais. Parlez-en à des résidents de Trois-Rivières qui ont dû reprendre leur pelle. En manchette. Neige, grésil, poudrerie, chaussée glacée et enneigée. Mettez vos bottes, sortez vos pelles. L'hiver est arrivé. L'hiver, maudit hiver. Il n'est pas venu nous donner le service, pas du tout. Cet hiver, C'est ça qu'il m'avait dit, c'est ça qu'il m'avait promis. maudit hiver. On peut pas être partout en même temps. J'attends toujours mon remboursement. Puis avec toutes les démarches, puis avec tout le trouble, je demande maintenant le remboursement total. Mélanie Gélina a sa propre garderie en milieu familial à Trois-Rivières. À l'approche de l'hiver, en octobre 2002, elle décide de faire appel à un déneigeur. Un service essentiel pour cette éducatrice qui est alors enceinte. Fait que moi, la garderie, c'est important qu'à 7 h le matin, que ce soit vraiment bien déneigé. Pourquoi? Pour que les enfants aient accès facilement à ma garderie, pour pas que les enfants tombent puis qu'ils se blessent. Mélanie entre en contact avec la compagnie AL Déneigement, dont la publicité se trouve dans le Publisac. Avant de signer un contrat, elle s'entend avec le déneigeur Alain Lacerte sur l'heure à laquelle il s'engage à déblayer sa cour. Vraiment, il avait accepté mes heures à moi. Il m'avait dit que oui, il viendrait avant 7 h, qu'il n'y avait pas de problème, que lui, sa routine était déjà commencée à ce moment-là, à cette heure-là. Pas de problème. Il dit, il reste à 2 rues de chez toi. Il dit, vous êtes les premiers déneigés. Alain Magny a aussi reçu la même promesse du même déneigeur. Pour lui, ce service de déneigement est loin d'être un luxe. Moi, avant, je le faisais tout seul parce que j'aimais ça prendre l'air. Ça me faisait prendre l'air et je déneigeais. Sauf que j'ai subi des interventions chirurgicales dans la colonne. Je suis plus capable maintenant. C'est le prix, nous autres, qui nous a attirés vers lui. M. Alain Lacerte me chargeait, lui, 220 ce que les autres déneigeurs me chargeaient à peu près 260-270 $. Le contrat signé avec la compagnie AL Déneigement est clair. Le service est offert à partir du 1er novembre 2002, chaque fois que les précipitations représentent plus de 5 cm de neige. À la première tempête de novembre, pas de trace du tracteur d'Alain Lacerte. La première tempête, il a tombé au moins 7 à 8 cm parce que tous les autres déneigeurs dans la rue sont passés. Je l'ai appelé sur l'heure du dîner, puis je lui ai dit je m'excuse, c'était pas encore passé. Il m'a répondu bien, c'est parce qu'il est arrivé un contretemps, j'ai pas eu le temps d'installer mes balises. J'ai joué, mais que ton contrat prenait quand même effet le 1er novembre. Alors, j'ai dit, moi, j'ai quand même payé, là.
Puis je dis, c'est correct, c'est la première tempête, je peux comprendre ça. Un imprévu, c'est un imprévu. Presque tout le Québec y a goûté la première grosse tempête de la saison. 2 semaines plus tard, il tombe plus de 15 cm de neige. Le déneigeur, lui, n'y est toujours pas. Le soir, je l'appelle, pas de réponse. Je l'appelle encore, pas de réponse. Pas de réponse. Fait que le lendemain, la tempête a continué. Pas de nouvelles encore. Là, c'est certain que si je devais sortir puis déneiger toute ma cour avec la bordée qu'il y avait eu, il y avait au moins 15 cm. Fait qu'imaginez, là, déneiger tout un stationnement avec une grosse bédaine de femme enceinte, c'était pas le temps, là. Sur 2 jours, il n'est pas venu pas une fois. Là, je pense que je me suis fait avoir, puis royalement. Elle a 8 ans. J'ai pris le téléphone, puis je l'ai téléphoné. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Je dis, t'es plus supposé d'avoir un imprévu, là. J'étais supposé d'être là. Mais là, je suis pas capable de rentrer dans mon entrée, il y a un bordage. Ben, il dit, garde, si t'es pas contente, il dit, on verra la prochaine tempête, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce qu'il m'a répondu. Puis il m'a raccroché la ligne au nez. Mélanie Gélina, douce de nature, a tout à coup ressenti les puissants effets des changements hormonaux. J'ai rappelé. J'ai rappelé, puis j'ai dit, mais écoute, si c'est ta réponse, si c'est comme ça que tu traites tes clients, je dis, moi, je veux avoir mon argent, mon contrat prend fin. Là, tout de suite, c'est fini. OK, parfait, merci. Alain Lacerte a refusé de nous rencontrer, en nous lançant même le défi de le retrouver. Mais nous n'avons pas eu à le chercher bien longtemps. Nous nous rendions au palais de justice avec Alain Magny quand il est soudainement apparu devant la caméra. Caméra qu'il a aussitôt cherché à fuir. Ils disent qu'il y avait eu beaucoup de centimètres de neige, vous n'êtes pas venu déneiger. Il y a plusieurs... J'ai passé, mais à cause je ne fais pas assez de bruit, comme d'autres compagnies, que la fête à cogne à terre, ils pensent qu'on n'est pas passé. Mais c'est impossible, j'étais à la maison. Je joue comme ça avec les jouets. Je travaille à la maison, je suis tout le temps à la maison. On fait le tour d'Aron, fait que chacun le tour. Sa femme a dit, inquiétez-vous pas, il va passer, il est débordé, il y a trop de clients. Mais là, moi, je lui ai dit à sa femme, s'il y a trop de clients, mais qu'il arrête d'en prendre, s'il n'est pas capable de les servir. On ne peut pas avoir un tracteur de 60 000 pièces puis avoir 2 clients pour les satisfaire à leurs besoins. Si tu veux avoir un tracteur spécialement pour eux autres, là, qui sonne derrière d'eux, ça coûte 60 000. Les clients insatisfaits d'AL Déneigement ont été obligés de trouver un autre déneigeur, disponible en pleine saison hivernale. Un 260 $ de frais imprévus. Ça fait cher la pelletée? Bien, ça fait cher la pelletée, certain. Nous autres, là, quand on a vu qu'ils ne nous payaient pas, on a envoyé une mise en demeure, disant que là, on voulait être payé. Puis que s'ils ne payaient pas, bien, qu'on serait prêt à l'amener à court des petites créances. Puis c'est ce qu'on est obligé de faire. Mélanie Gélina et Alain Magny décident d'unir leurs forces. D'autres voisins mécontents se greffent à eux. Geneviève Labrèche et plus tard, France Bonamy. Le juge leur a donné raison et a forcé le déneigeur à les rembourser. Il y avait un délai, puis il n'a pas respecté son délai, on n'a pas eu de nouvelles, il n'a pas remboursé. Là, il a fallu aller retourner en cour, aller faire une demande de saisie de compte. Ce qui veut dire, c'est que le juge allait prendre l'argent qu'il nous devait à même son compte. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là n'ont pas été remboursés directement par vous, qu'il a fallu passer par des procédures juridiques? Je pensais être capable de les payer avant ça. Il fallait attendre que l'argent rentre. Vu que l'argent ne rentre pas dans cette compagnie-là, ça a retardé. On a rempli tout le bref de saisie. On a envoyé ça par courrier recommandé. Un à la caisse pas, un à M. Lacerte. Puis là, on attendait. Réponse décevante. La Caisse populaire envoie une lettre spécifiant qu'il n'y a aucun compte au nom de AL Déneigement. Un an plus tard, on est encore au point de départ parce qu'on n'a rien eu et on n'a toujours pas de nouvelles de M. Lacerte. Même si les hormones ne sont plus là, on est toujours avec la même frustration. Ça nous donne quoi de passer par une petite créance si, à quelque part, même s'il y a un jugement qui nous le doit puis qu'on n'est pas capable de l'avoir? En contactant la Caisse populaire de Normanville, JE découvre toutefois qu'il y a eu erreur. Alain Lacerte dispose bel et bien d'un compte au nom de sa compagnie. C'est d'ailleurs lui qui le confirme. La Caisse du matin, j'ai été voir. Chez eux, ils ont fait de la gaffe. Ils ne trouvaient pas de compte. Au mois de septembre, le 2 septembre, ils ne trouvaient pas mon compte. Mais là, vu que JE les a appelés, là, hier, ils l'ont trouvé, là. Là, ils ont choisi le montant. À la Caisse populaire de Normanville, personne n'a voulu confirmer qu'il y a eu erreur. Pourtant, on nous dit que le compte d'Alain Lacerte a finalement été gelé. Ne reste plus qu'à attendre l'autorisation de la Cour pour le remboursement. Qui
qui vous allez rembourser, là? Les 5, ils ont fait des recours. Donc, ils vont être remboursés, ça. Là, Magny, il va être remboursé. La reine non plus dans le compte. Ils ont pris dans le compte. Les 2 autres vont aller voir. Moi, je fais les chèques. Je suis content d'entendre ça. Au moins, ça avance. C'est tout. Merci. OK, merci. Merci beaucoup. Chaque hiver, maudit hiver, chez nous l'hiver serait une horreur. Ce qui est important, c'est de signer un contrat avec votre déneigeur et les clients d'Alain Lacerte ont pris soin de le faire. Mais ça n'a pas empêché le déneigeur de ne pas respecter ses engagements. Et ce n'est qu'après le passage de JE qu'Alain Lacerte a finalement remboursé ses clients mécontents. Vous pouvez vous protéger davantage en ajoutant une clause au contrat qui vous permet d'échelonner vos paiements durant tout l'hiver. Vous pouvez aussi indiquer l'heure à partir de laquelle le premier déneigement doit être fait. Assurez-vous également de l'endroit où le déneigeur va déposer la neige, soit chez vous ou encore un endroit prévu pour ça, parce que s'il la dépose chez le voisin ou encore dans la rue, c'est vous qui vous exposez à devoir payer une amende. Au bout de 25 ans, dans un cimetière, dans un terrain, il ne reste plus rien. Tu viens avec un homme de 30 ans, tu l'aimes, ça va bien, il décède, tu vas être avec lui, même s'il resterait rien. Et finalement, là, le vendredi, il a appelé mon avocate et il a dit « C'est correct, je me désiste ». Au début de la saison, JE vous avait présenté des acheteurs immobiliers qui avaient été poursuivis par leur courtier parce qu'ils avaient retiré leur offre d'achat après l'inspection. Pourtant, leur contrat leur permettait de le faire, mais ça n'a pas empêché le courtier de leur réclamer 15 000 $. Sylvie Drouin habite une magnifique maison avec ses enfants. Elle s'y plaît beaucoup, mais pas facile d'oublier son premier choix, surtout quand ce choix nous poursuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 17 mars 2002, l'année passée, j'ai fait une promesse d'achat sur une copropriété à Ville-Mont-Royal. Une copropriété de 280 000, puis pour laquelle j'ai fourni un acompte de 10 000 $. J'ai fait inspecter la maison selon les délais permis avec la promesse d'achat. Le rapport d'inspection indique des travaux à faire de l'ordre de 6 000 $, alors que l'immeuble en copropriété n'a pas de fonds de prévoyance. Mais surtout, le technicien en mécanique du bâtiment souligne qu'il semble y avoir eu de l'isolant d'urée formaldéhyde, de la myouf à certains endroits. Aucun trou dans la brique ou autre ne peut être vérifié à l'inspection. Jamais, avant que vous ne signiez pour la promesse d'achat, il a été question de près ou de loin que la maison avait déjà été isolée entre 78 et 82 avec de la myouf? Jamais, 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 jamais. C'est vraiment lors de l'inspection. Puis vers la fin, là, quand l'inspecteur commençait à dire « Bon, il s'est isolé avec quoi ici? » Puis c'est là qu'on a sorti la déclaration du propriétaire qui disait que ça avait été isolé à la myouf. Lorsqu'il y a de la myouf, les prêteurs hypothécaires ne voudront pas faire une hypothèque sur une résidence de la sorte. Puis il y a le problème aussi de l'assurance, c'est que c'est une résidence qui ne sera pas assurable. Ouais. Et ça va de pair, parce que le créancier hypothécaire exige toujours, pour protéger sa créance, que la propriété soit assurée, évidemment. S'appuyant sur la clause B2.4 de l'offre d'achat, Mme Drouin avise par écrit l'agent d'immeuble qu'elle se retire de la transaction. La lettre parvient à Royal Lepage Dynastie dans les délais prescrits par le contrat. Le 14 mai 2002, Sylvie Drouin reçoit cette mise en demeure. Royal Lepage Dynastie lui réclame 16 000 $ pour son manque à gagner à la suite du retrait de la promesse d'achat. La clause 11.1 d'une promesse d'achat que les gens signent me donne le droit soit de revenir contre le propriétaire vendeur s'il est fautif dans un cas où je n'aurais pas reçu ma commission, et aussi contre les acheteurs, dans un cas où ce serait les acheteurs qui, je considère ou je pense, qui seraient fautifs. Je n'en revenais pas, ça se peut pas. Je peux pas croire que quelqu'un, surtout que leur lettre, c'est qu'ils me réclament la commission à cause d'un manque à gagner. C'est un phénomène qu'on voit, qu'on a vu, entre autres, dans le dossier de la Pierrite, où il semble que certains professionnels qui gravitent autour du monde de l'immobilier aient pris ces habitudes-là d'essayer de poursuivre dès qu'il y avait la moindre option de poursuite.
et qu'il négocie après ça un règlement hors cours, sachant que les gens qui sont poursuivis, de toute façon, vont avoir des frais à débourser. On appelle ça de se faire piéger. C'est pas le fun, je reçois une poursuite abusive comme ça par la tête. J'ai besoin que quelqu'un m'aide parce que ça va me coûter jusqu'à 10 000 $ si je vais jusqu'au procès. Puis ça n'a pas d'allure, c'est injustifié, c'est abusif. Plutôt que d'acheter la paix avec Louis Caillé, Sylvie Drouin a préféré l'affronter en cours. Bonne décision parce que le courtier a retiré sa poursuite. Le 13 novembre, ça devait être, mon procès devait avoir lieu. Puis, mais moi, depuis le début, là, toute cette affaire-là, là, je me suis toujours dit, c'était tellement absurde que je me suis toujours dit, bien, ils vont arrêter, là, ils vont voir que je tiens mon bout, puis ils vont arrêter, tout ça. Puis, mais ils tenaient leur bout, eux autres aussi. Là. 2 semaines ou 3 semaines avant le procès, j'ai été voir une autre avocate spécialisée dans le domaine de l'immobilier pour m'aider à préparer, me dire quoi faire. Et puis dès que je l'ai rencontrée, là, elle a tout de suite à dire, bien, c'est sûr, tu vas gagner. Là. On a de la jurisprudence. Elle aussi, elle avait gagné des causes à cet effet-là. Elle dit, je vais l'appeler, moi, l'autre avocat, puis je vais lui dire, ça n'a pas d'allure, arrête ça tout de suite, sinon, si tu veux limiter tes dommages. Elle l'a contacté, puis au début, là, lui, il disait encore, bien, proposez-moi de l'argent, proposez-moi quelque chose, offrez-moi 2 000 – 3 000. Puis elle était avec moi dans toute cette affaire-là. Et encore une fois, vous aviez dit à votre avocate, aucune négociation, il n'y a pas un sou qui sort de mes poches. C'est ça, c'est ça. Aucune. Là. Il fallait qu'il se retire. Mais finalement, là, le vendredi, il a appelé mon avocate, puis il a dit, c'est correct, je me désiste. Sans condition? Sans condition. Puis il dit, elle fera, je crois qu'il a dit, elle fera ce qu'elle voudra après. J'étais contente. Pour moi, ça, c'était ma victoire. Là. Ça, oui. D'avoir tenu mon bout jusqu'à la fin, d'avoir cru, mais on croit toutes, hein, même tous les autres qui ont été poursuivis croient qu'il y avait raison, mais d'avoir tenu mon bout puis de ne pas avoir acheté la paix, là, ça, j'étais très fière. Et là, vous allez repartir avec votre porte-document, encore une fois pour la Cour. Mais là, c'est vous maintenant qui êtes en demande. Là, c'est pour les petites créances. Là. Fait que, moi, c'est évident. Il m'a obligé à dépenser 5 000 à 6 000 $ en avocat. Donc, c'est sûr que moi, je vais essayer de réclamer mes frais d'avocat. La date de la cause devant la Cour des petites créances n'a pas encore été fixée. Quant à Louis Caillé, il devra à son tour se défendre et il a refusé de commenter les derniers développements. Par charité chrétienne, pouvez-vous reconsidérer votre décision? Non. Pour sa saison hivernale, l'hippodrome de Trois-Rivières vous invite à tous les samedis dès 13h pour les courses en direct. Une sortie familiale avec promenade en diligence et menu spécial à la salle à manger. Ah oui, l'hippodrome, un endroit à visiter en tout temps. C'est la grande vente à 1 cent chez Meubles en vrac. Ajoutez 1 cent et obtenez un second article. Exemple, ce futon complet avec matelas de 10 pouces est à vous pour 399,95 $. Ajoutez 1 cent et obtenez ce centre de divertissement. Matelas 1080 ressorts garantie 25 ans, 599,95 $. Pour 1 cent de plus, on vous donne ce lit à baldaquin. Matelas 630 ressorts garantie 25 ans, 399,95 $ seulement. Ajoutez 1 cent et obtenez-en un deuxième. Oui, c'est la grande vente à 1 cent chez Meubles en vrac, Saint-Romuald et Trois-Rivières. Les préarrangements, c'est comme une assurance-vie ou un testament. C'est une formule toute simple pour régler à l'avance les détails de nos funérailles ou celles d'un proche. Les gens de J. Philibert et Fils nous ont permis de nous assurer que nos dernières volontés soient connues et respectées. On va pouvoir épargner à nos proches une bien lourde tâche. Imaginez, depuis plusieurs années, vous allez vous recueillir sur la tombe d'un être cher. Un beau matin, vous vous rendez au cimetière et, surprise, le nom du défunt a été remplacé par un autre. C'est ce qui est arrivé à une femme à Saint-Adolphe d'Howard. En allant prier sur la tombe de son mari, elle s'est rendue compte que le nom sur la pierre a été effacé et remplacé par le nom d'un prêtre encore bien vivant. Oh mon Dieu. C'est plus la même chose pour tout. C'est le genre d'histoire d'amour que tout le monde cherche. Si quelqu'un m'en parle de mon mari, là, il en colle. Ça a toujours été Je ne l'ai pas oublié.
Robert et Lina Chouinard ont passé 30 ans côte à côte. 30 ans de joie, de bonheur et de complicité. Il n'y avait pas de discorde dans la maison, puis de chicane. Puis mon mari, c'était pas un homme qui aimait la chicane non plus, puis moi non plus. C'était un bon gars. Oui, c'était un bon gars. Leur histoire d'amour a pris fin abruptement un soir d'hiver de 1978 dans leur chalet de Saint-Adolphe d'Howard. C'était un lundi soir, un 30 janvier, et il était fatigué. Puis on parlait, on était après regarder la télévision, puis à un moment donné, j'entends un râlement. Puis je le regarde, il avait les yeux fermés. Je pensais qu'il était inconscient. Finalement, il était décédé. Le lendemain, j'étais allé au presbytère, mais je me souviens pas avec qui je suis allé. Pour acheter un terrain. J'ai demandé un terrain acheté pour 2. Parce que je voulais être enterré avec mon mari. Moi, j'ai choisi cette pierre-là parce qu'il s'était fait un foyer au chalet. Puis il prenait toutes sortes de pierres. Puis à un moment donné, il avait vu des pierres tombales, des morceaux de pierres tombales. Puis c'était juste la couleur du monument, de la pierre qu'il y a là au cimetière. Puis il disait mais que je me sens mourir, il va me faire incinérer dans le foyer. Puis il dit, il va faire écrire mon nom là. Ouais. Fait que quand j'ai vu la couleur de la pierre, j'ai dit, c'est celle-là que je prends. En 1984, elle quitte Saint-Adolphe. Chaque année, à la fête des pères, elle retourne au cimetière pour lui rendre visite. En juin, elle s'y est rendue avec son fils. Ils se sont rendus compte que la photo sur la pierre tombale avait besoin d'être rafraîchie. La photo commençait à se dégager un peu, là. Ça faisait 25 ans que ça avait été collé là. Moi, j'ai juste tiré avec mes mains, j'ai pris la photo pour, à ma prochaine visite, replacer le tout. Dans les semaines qui suivent, Alain Chouinard est informé d'une terrible nouvelle. Deux de mes cousins qui décident d'aller faire un tour dans le Nord, puis ils se disent, on va aller voir mon oncle Robert, on va aller faire un tour, lui dire bonjour. Passe au cimetière, arrive là, mon Dieu, il n'y a plus de mon oncle Robert. Sur la pierre tombale, le nom de Robert Chouinard a complètement disparu. Ce qui apparaît maintenant, c'est la photo et le nom d'un certain Yvon Marcoux, prêtre. C'est pas celle-là qui est supposée être là, c'est celle-là du site. Alerté, Alain Chouinard appelle la paroisse de Saint-Adolphe. On lui apprend que le lot où repose son père ne leur appartient plus. Madame Chouinard était pourtant certaine d'avoir acheté ce terrain. Vérification faite, son contrat stipule bien qu'il s'agit d'une location de 25 ans. Je trouve ça injuste. C'est pas humain. Il me semble qu'on devrait respecter nos paroles. Parce que quand moi, j'ai demandé à acheter, j'ai pas demandé à louer. Ils me vendaient le terrain. Comme le contrat est expiré, la fabrique de Saint-Adolphe d'Howard a revendu l'eau sans en parler à Mme Chouinard. On n'avait aucun moyen de rejoindre la famille Chouinard parce que Mme Chouinard, qui avait signé le contrat, n'avait pas laissé d'adresse. Et par la suite, disons, la loi nous permettait de pouvoir céder le terrain après 25 années de non-usage et de non-paiement d'entretien. Ce que Mme Chouinard ne savait pas non plus, c'est qu'elle devait payer 10 $ par année pour l'entretien du cimetière. Mais rien de cela n'apparaît sur le contrat. Pour la fabrique, comme l'entretien n'a jamais été payé, on a cru que Mme Chouinard avait abandonné son lot. La photo de M. Chouinard qui était sur la pierre tombale a disparu. Donc, on a conclu qu'il était probablement au courant qu'après 25 ans, qu'il avait l'intention de laisser tomber le contrat et le terrain. Je leur en veux. Vous leur en voulez pourquoi? Qu'est-ce que vous Ben, reprochez? Qui ne m'aient pas averti. Si j'avais de quoi payer, pourquoi jusqu'en 84 j'étais là? Pas de lettre, pas de téléphone, pas de... J'allais faire mon épicerie au village, puis j'allais au bureau de poste. Il n'y a jamais personne qui m'a dit « Lina, faut que tu payes pour faire le gazon sur ton terrain, ou quoi que ce soit, jamais. » Le 24 juin, la fabrique s'est contentée de publier un avis dans le journal local pour retrouver Mme Chouinard. Et qu'est-ce qui est arrivé? Personne n'a téléphoné, a communiqué avec nous.
il paraît qu'ils ont fait passer une annonce dans le journal de Sainte-Agathe. Sainte-Agathe, on n'est pas là. On ne peut pas le voir, Vivez ça. à Notre-Dame. Du Bon Conseil. Fait qu'on ne va pas chercher le journal à Sainte-Agathe à toutes les semaines. Vous les connaissez, les Chouinard? Vous connaissez Mme Chouinard? Oui, je l'ai connu. Il y a 20 ans. Et c'était pas possible de trouver son numéro de téléphone Non. avec le 411? Non, c'était impossible. dans le- Ben non, avec le nombre de Chouinard, vous regardez notre bottin, comment il y a de Chouinard. Alors, c'est pas à nous, disons, à aller vers le bottin téléphonique. Hein. S'il avait eu voulu, là, il m'aurait trouvé. À peine 3 semaines plus tard, Jean-Guy Gratton revendait le terrain au prêtre Yvon Marcoux. Sur le lot de terrain que nous avons ici, c'est peut-être une exception, Mme Chouinard. Comprenez-vous? Oui, mais c'est une triste exception. C'est une triste exception. Oui, disons qu'on ne sommes pas en cause. Hein. Est-ce qu'il y a des choses, cependant, que vous reconnaissez ne pas avoir fait? Est-ce qu'il n'y a pas... Ben, ne pas avoir fait, c'est pas d'avoir lu le contrat. Pour moi, là. Mais je suis assez certaine que je n'ai pas demandé à louer un terrain. J'ai demandé à acheter un terrain. Au Québec, chaque paroisse a le pouvoir de faire ses propres règlements de cimetière. Mais le tout doit être approuvé par l'évêque du diocèse. J.E. s'est donc rendu à l'évêché de Saint-Jérôme. On dit toujours, on a acheté un terrain au cimetière. C'est pas. On n'achète pas un terrain. Non, parce que le fond de terre va toujours rester la propriété de la paroisse. C'est un droit d'inhumer des personnes dans un lot. Contrairement donc à ce qu'on pourrait croire, c'est impossible au Québec d'acheter un lot dans un cimetière. Partout, ce sont des contrats de location de 10, 15, 25 ou même 50 ans. Autrefois, on offrait aussi des contrats à perpétuité. Mais ceux qui ont ce genre de contrat doivent savoir qu'aujourd'hui, même la perpétuité a une date limite. Perpétuité aujourd'hui, là, avec le nouveau Code civil, là, c'est limité maintenant. C'est quoi la perpétuité? Il me semble qu'il parle dans le Code civil, là, il me semble que c'est 100 ans maximum. Fait que c'est important, selon les nouvelles réglementations, les nouvelles lois, que les gens, oui, prennent le temps d'aller vérifier le droit à l'intérieur. Ils ont droit. Dans le cas de Mme Chouinard, il n'y a donc pas grand-chose à faire. Son contrat était bel et bien expiré et la fabrique avait le droit de le louer à quelqu'un d'autre. Mais le diocèse trouve que la fabrique de Saint-Adolphe a quand même été négligente en omettant d'inscrire l'adresse de Mme Chouinard sur son contrat. Par contre, Lina Chouinard aurait dû aviser la fabrique de sa nouvelle adresse lorsqu'elle est déménagée. Donc, des deux côtés, il y a eu des lacunes. Il y a eu des lacunes. OK? Disons qu'on peut arriver à ça, mais j'imagine que malgré tout ça, il doit y avoir moyen, en tout cas de façon raisonnable, à régler une situation semblable. En fait, le seul moyen pour Mme Chouinard, c'est de convaincre le nouveau locataire de lui revendre le lot. Ça peut être un bon curé, mais c'est mon mari qui est là. Puis je veux être avec lui. Non, je ne reviens pas là-dessus. Yvon Marcoux n'est pas intéressé à recéder le lot à la famille Chouinard. Pour moi, personnellement, c'est le lieu que je voulais avoir et c'est le lieu dans lequel je vais être enterré. C'est exactement l'endroit qui me plaît avec la pierre qu'il a. J'ai tout refait confectionner la pierre à mon nom, il restait le reste. La famille offre pourtant de lui payer tous les frais encourus, même les sommes qu'il a engagées pour effacer le nom de Robert Chouinard et y faire inscrire le sien. On vous offre de tout vous repayer parce que on voudrait, madame souhaite être enterrée près de son mari qui est là depuis 25 ans. Ah, Est-ce que c'est une offre qui pourrait être acceptable? Non, parce que c'est une question de principe. T'as entendu qu'il a acheté le terrain en pensant peut-être que nous autres, on s'en balançait. Il y a peut-être du monde qui, après 25 ans, qui s'en occupe plus de leur défunt. Ils vont plus se recueillir, ça attend. Mais nous autres, on le fait. La famille Chouinard le fait. Si absolument elle veut être enterrée, alors qu'on exhume son mari et qu'on aille le déposer là où, éventuellement, elle achètera le terrain parce qu'elle a perdu tous ses droits, là. Je me dis que vous, M. le curé, avec le vœu de chasteté et la vie que vous menez... Non, mais c'est-à-dire que vous n'avez pas... Mêlez pas ça, mêlez pas ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas à être okay? enterré avec quelqu'un, comprenez-vous? Vous n'avez pas à aller rejoindre quelqu'un, nécessairement. Mais il n'est plus là, hein? Il n'est plus là, il n'y a plus rien, là. Au bout de 25 ans, dans un cimetière, dans un terrain, il ne reste plus rien. Tu vis avec un homme de 30 ans, tu l'aimes,
ça va bien, il décède, tu vas être avec lui. Même s'il resterait rien, tu vas être dans le même trou que lui. Vous êtes dans vos droits. La seule chose que je peux vous demander, c'est par charité chrétienne, pouvez-vous reconsidérer votre décision? Non. Et là-dessus, j'avais un professeur en théologie qui nous enseignait ceci. Hein? La charité passe d'abord par la justice. Hein? Et la justice, c'est chacun, en quelque sorte, qui respecte les droits des uns des autres. La pierre tombale, c'est pas un M. Marcoux ou un M. Joe Blow, c'est la pierre tombale de mon père. T'sais, ils n'ont pas d'affaire à toucher à ça. C'est nous autres qui l'a payé, ouais. C'était pas loué, ça. Ben oui, mais elle a été vendue. Ça a été vendu avec le terrain. Ben vous ne l'avez pas payé, elle venait avec le terrain. Ben oui, j'ai acheté tout le terrain. Pourquoi ne pas d'avoir au moins tassé la pierre tombale et avoir mis la vôtre? Moi, personnellement, j'agirais pas. En tout cas, je fais attention à tout ça parce qu'il y a tellement d'émotivité alentour de tout ce qui existe au niveau de la mort. S'il y a le cœur à la bonne place, ça va être oui. Il va l'accepter. Il va comprendre. C'est un humain, c'est un homme d'Église. Je suis certaine qu'il va le comprendre. Moi, ce que je vous demande, c'est ça ici. Est-ce que vous Écoutez, pouvez y penser? J'ai du cœur, inquiétez-vous pas pour ça, OK? Mais, comme on dit, il ne faut pas miser juste sur cette question-là de cœur à un moment donné, OK? Je trouve ça très troublant. Alors, je peux pas vous demander de reconsidérer? Non. C'est final? C'est final. C'est moral. C'est quelque chose que je peux pas accepter. Non. Comme vous venez de le voir, le curé Marcoux n'a pas l'intention de changer d'avis. S'offrent donc deux possibilités à Mme Chouinard. Soit qu'elle fasse exhumer le corps de son conjoint pour éventuellement être enterrée avec lui ailleurs, ou qu'elle accepte que le curé Marcoux repose un jour avec son époux. La région en action. Le champagne a coulé à flot suite aux excellents résultats des sondages BBM présentés aux employés par le directeur général Richard Lachance, qui prouve encore une fois que votre station de télévision préférée demeure TVHM, toujours leader de l'information. On regarde ça, merci. Ce matin, au port de Trois-Rivières, le thermomètre indiquait moins 31 degrés Celsius. Ajoutez à cela un très haut taux d'humidité, un facteur urbain plutôt élevé, vous obtenez un climat de travail peu invitant. On a des employés qui ont refusé de travailler ce matin. Nous, on a proposé d'augmenter le nombre d'employés puis de faire une rotation là, pour que les gens puissent aller en pause plus souvent. Ce qu'on avait proposé comme arrangement, ça n'a pas nécessairement fonctionné. Il a fallu qu'on fasse venir un inspecteur de Transport Canada. Les débardeurs ont donc repris le travail. L'intervention de l'inspecteur de Transport Canada au port de Trois-Rivières aura permis d'établir une charte pour régler le travail des débardeurs par grand froid. À des températures pareilles, on peut parler d'un froid à fendre les rails. C'est imagé, bien sûr, les rails ont tenu le coup et les trains ont poursuivi leur route toute la journée. Mais ce ne fut pas le cas pour des centaines d'automobilistes de la région dont les voitures n'ont pas démarré ce matin. Tant tard un matin, là. Ça ne veut pas partir. Vous attendiez-vous à ça hier soir en vous couchant? Non. D'avoir su, je l'aurais plié cette nuit. À CAA Québec, on fracassait aujourd'hui un record établi il y a 50 jours pour jour, le 14 janvier 1999. Pour toute la province, 9500 appels ont été enregistrés. En Mauricie, on en compte près de 350. Est-ce que ce sont des conditions que vous rencontrez régulièrement par grand froid? Très rarement. Moi, ce que j'ai entendu des autres remarqueurs, c'est des situations qu'ils n'ont jamais vues à l'heure actuelle. Heureusement, les grands froids ne font pas le malheur de tout le monde. Vous, quand vous vous levez le matin qu'il fait froid comme ça, dites-vous « Ah non ». Non, je dis « Ah oui, là l'ouvrage ». C'est très, très agréable pour nous parce que, disons que c'est ce qui nous stimule justement à notre travail. Geneviève Bouffard, Radio-Canada, à Trois-Rivières. Et puis, il y a des citoyens de Trois-Rivières qui n'ont pas eu besoin d'appeler les remorqueurs ce matin. La ville de Trois-Rivières l'a fait à leur place. Le projet pilote permettant le stationnement de nuit semble encore méconnu des résidents des premiers quartiers. Une soixantaine de véhicules ont été remorqués. Karine Bastien, également un dur réveil pour des dizaines de trifluviens.
Effectivement, entre 1h du matin et 6h, les policiers, pompiers de la sécurité publique de Trois-Rivières ont donné environ 55 contraventions. Alors, les véhicules étaient stationnés dans une zone où il ne fallait pas parce qu'il y avait du déneigement. C'est une amende d'environ 143 $. Et puis, la sécurité publique a reçu 12 plaintes de citoyens mécontents. Mais comme vous allez voir dans le reportage, les gens ne connaissent pas encore ce nouveau programme. Probablement qu'après le reportage, ils vont s'en souvenir et parce que l'opération se poursuit demain, donc il faut être très vigilant. Alors, retenez bien le numéro de téléphone, entre autres, que vous allez voir. On regarde ça, Karine. Merci. Au revoir. Ce remorqueur de Trois-Rivières a eu une nuit très achalandée et ce n'est pas en raison du temps froid. On a travaillé pour la ville de Trois-Rivières. On a déplacé beaucoup de véhicules, je dirais une bonne 60aine de véhicules dans la plupart des quartiers de Trois-Rivières. On les remorque à l'endroit où les policiers nous demandent. Des fois, on fait seulement les transférer d'un côté de rue parce que l'autre côté a été nettoyé. Des fois, on les change complètement 4-5 rues plus loin. Depuis lundi, la Ville permet le stationnement de nuit dans certains quartiers. Chaque jour, les citoyens concernés doivent téléphoner au 377-5308 afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'opération de déneigement. C'est assez difficile, vous comprendrez, avec des opérations de déneigement, d'avoir de la tolérance. Il faut que nos entrepreneurs puissent déneiger. Si on décrète une opération de déneigement à l'intérieur de la ville de Trois-Rivières, il faut que la machinerie puisse passer. Donc, on n'avait pas le choix, nous, de déplacer ces véhicules-là. Selon cette conseillère municipale, tout a été fait pour informer les citoyens. Il y a eu environ 8 à 10 stratégies pour rejoindre les gens, pour donner de l'information. Moi, je pense que les gens ont peut-être cru que le fait qu'il n'y avait pas eu de tempête de neige durant la nuit, les gens ont peut-être cru que finalement, ils pouvaient stationner. Par contre, ce que les gens doivent comprendre, c'est que il faut qu'il y a des opérations de neige qui sont faites régulièrement. Certains clients de cet hôtel ont aussi été remorqués. Le directeur général du Delta affirme qu'il n'a pas reçu l'information sur ce projet pilote de stationnement. Je pense que chaque changement apporte effectivement un certain nombre d'inconvénients. On verra de quelle façon la ville de Trois-Rivières peut s'ajuster en pleine période de rodage. Danny Tétrault se prépare à une autre nuit de remorquage puisque, selon lui, la ville de Trois-Rivières va poursuivre son opération de déneigement dans les premiers quartiers. Karine Bastien, Radio-Canada, Trois-Rivières. On va revenir donc au froid comme tel. Si le Québec a battu un record de consommation d'électricité ce matin, la Mauricie a été un peu plus raisonnable dans sa consommation, si on peut dire. Ça a même été moins pire ce matin que la semaine dernière. Alors, pour en parler, je rejoins en direct Mme Linda Laquerre d'Hydro-Québec. Madame Laquerre, c'est surprenant. Il a fait plus froid aujourd'hui et pourtant, on a consommé moins d'électricité. Comment on explique ça? Bien, premièrement, il faut remercier la population. Je crois que la population a bien répondu à notre appel et Hydro-Québec désire remercier la population de la collaboration. En fait, on a répondu aux mesures qu'Hydro-Québec demandait, c'est-à-dire réduire le chauffage de 2 degrés dans les pièces qui sont occupées à la maison. Également, réduire l'éclairage au minimum, réduire la consommation d'eau chaude, soit le lave-vaisselle, le lave-linge, et également éviter d'utiliser le sèche-linge, pardon. Écoutez, c'est une mesure exceptionnelle, tout ça. Moi, avant la semaine dernière, je me souvenais pas d'avoir entendu ça de la part d'Hydro-Québec. Ça arrive pas souvent. Ce sont des conditions climatiques extrêmes. Depuis 60 ans, c'est la 3e fois seulement qu'on connaît 2 jours consécutifs de froid extrême. Donc, c'est vraiment des conditions climatiques exceptionnelles. Bon, et tout ça arrive parce qu'il y a une ligne électrique, la ligne Miquois-Laurentide à la baie James, qui a des problèmes présentement. Est-ce qu'on pense régler ça à court terme ou encore ça pourrait provoquer des épisodes un peu périlleux là, pour Hydro-Québec? Qu'en est-il de ces réparations-là? Écoutez, pour les travaux, il y a des travaux actuellement qui ont été effectués. Effectivement, c'est pas terminé. Donc, c'est évident au niveau de la température, au niveau de la ligne, il reste des travaux. Donc, la fiabilité n'est pas à la normale. C'est pour ça, entre autres, par mesure préventive, l'entreprise demande à la population de collaborer et elle répond de façon très positive et on est très heureux de ça. On demande des efforts aux citoyens. Vous en demandez également à certaines corporations, comme les municipalités également de plus de 100 000 habitants qui ont fait leur part au cours des derniers jours. Voilà, les municipalités de plus de 100 000 habitants collaborent également. Il y a des demandes qui ont été effectuées auprès de tout ce qui est des édifices ministériels. Et effectivement, Hydro-Québec fait sa part en réduisant dans les 500 bâtiments l'éclairage et le chauffage de ces bâtisses. Bon, on va souhaiter qu'il n'y ait pas de panne d'électricité. On se croise les doigts parce que c'est pas évident à ce temps-ci de l'année. Merci, Mme Laquerre. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Et puis, ce matin, il y avait peut-être de l'électricité dans l'air, dans les chaumières. Vous vous êtes peut-être battu avec vos enfants pour ajuster un foulard sur le nez ou encore ajouter une paire de bas de laine dans les bottes. Hein? Les écoles également n'ont pas pris de chance aujourd'hui. Les récréations ont été déplacées de la cour extérieure vers le gymnase. Pas facile d'être à l'extérieur, même si ce n'est que pour reconduire les enfants à l'école. Le soleil est levé depuis quelques minutes à peine et avec le vent, les températures sont bien en dessous des moins 30 degrés. C'est très froid, c'est très froid. On sort pour le strict minimum. Les enfants, on les habille chaudement, puis on va juste... on sort de l'auto pour rentrer comme ici à la garderie. C'est exécrable. Il faut qu'on s'habille très chaudement, surtout les enfants, là, quand ils voyagent. Mais c'est l'hiver, il faut s'y attendre. C'est très froid. Il faudrait s'habiller chaudement. Tellement froid qu'à l'école Notre-Dame-du-Rosaire, les récréations sont annulées. Les jeunes s'amuseront au chaud dans le gymnase. Bien, c'est sûr qu'ils ne vont pas à la récréation, ils restent à l'intérieur. Sur l'heure du dîner, les enfants qui dînent à l'école restent à l'intérieur aussi. Et dès que les enfants arrivent le matin, là, on les fait entrer pour pas qu'ils subissent le froid qu'on connaît aujourd'hui. Les étudiants plus âgés subissent aussi les désagréments du froid. On n'a pas le choix, il faut s'adapter. Hein, c'est l'hiver. On s'habille. On le sait, on s'en va dehors, on s'habille. Et avec ces températures, il faut s'habiller de la tête aux pieds parce que la peau mal protégée peut geler en moins de 10 minutes. La déperdition de chaleur se fait beaucoup dans l'axe, donc on peut perdre jusqu'à 30 de notre chaleur par le cou et la tête. Donc c'est vraiment très, très important de se promener dehors avec un bon vêtement et surtout une bonne tuque. Cet air arctique, accompagné de vents piquants, donneront des conditions de refroidissement extrêmes sur la plupart des régions du Québec pour encore quelques jours. Pierre Sauvé, Radio-Canada, Trois-Rivières. Et José, qu'est-ce qui se présente à la météo là, au cours des prochaines heures? Rassurez-nous peut-être? Bien, vous rassurez, c'est qu'on va battre des records encore pour les prochaines heures. Aujourd'hui, on a battu un record vu de 1970. Le mercure n'a pas dépassé le moins 24 degrés. La nuit prochaine, on prévoit un moins 33 avec toujours cet avertissement de refroidissement éolien qui nous donnera un ressenti de moins 43. C'est un record, encore une fois, qui sera probablement battu. Pour la journée de demain, encore une fois, des records maximum de moins 25 seulement et avec un facteur de refroidissement éolien qui nous donnera un ressenti de moins 36. Mais soyez patients parce qu'en fin de semaine, on va commencer à avoir des températures beaucoup plus douces. Vous savez qu'on est très loin des normales saisonnières qui sont de moins 18 la nuit et moins 8 le jour. Et actuellement, le mercure est à moins 27 degrés. Habillez-vous chaudement. Ben, je vous remercie, José. On vous retrouve demain à l'extérieur. Ça achève. Oui. Merci, au revoir. Vous avez des informations importantes à nous transmettre? Vous voulez nous joindre? Composez le 377-4413 ou écrivez-nous par courriel à aujourd'hui-radio-canada.ca. La crise des derniers jours à Kanesatake a eu des impacts dans la région. Un policier de la réserve d'Odanak, à l'est de Nicolet, a participé